Une seconde. C'est bon. Bien, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cette conférence d'Antonio Gómez Mogollán, président d'Europa Laica. Je vous prie d'abord d'excuser Madame la professeure Marta Lorente, retenue par une réunion des instances de son université et qui se connectera peut-être si cette réunion se termine à temps, ce qui fera travailler Dolores parce que Marta a besoin de la traduction. Cette initiative est évidemment en lien avec le colloque d'octobre 2019 à Marseille, organisé également avec Europa Laica et qui avait effleuré le sujet de ce soir. Il prend aussi place dans la campagne européenne contre les concordats, à laquelle le colloque réalisé à Metz en 2017 avait donné une belle impulsion. Merci donc à José Arias et à nos amis d'Europa Laica. L'enregistrement par l'Église catholique de milliers de biens ainsi réunis à son patrimoine soulève une révolte, nous dit José. Marta Lorente a quant à elle écrit un article pour la revue L'Idée libre à paraître en juin prochain. Comme historienne du droit, elle fait remonter au XVIe siècle et à la paix d'Augsbourg les racines de la situation actuelle et elle met en cause aujourd'hui au XXIe siècle la persistance de, citation, la double et contradictoire vocation universaliste et communautaire du catholicisme. Dans la dernière période, le franquisme, citation de nouveau, a de nouveau identifié le catholicisme à l'essence même de ce qui est espagnol, fin de citation, et cela n'a pas disparu en 1978, car il existe dans les années du pouvoir, dit toujours Marta Lorente, une profonde intériorisation de la version nationale catholique du principe cuius regio eius religio, tel prince, telle religion. Mais ceci est l'histoire et n'explique pas la réaction populaire que cela suscite en Espagne. C'est autour de cette question que nous allons apprendre et débattre ce soir. Antonio, c'est quand tu veux. Il n'y a pas de micro là. Je crois que Dolores devait intervenir. Ah, Dolores va intervenir. OK. Eh bien, bonsoir à toutes et à toutes. D'après ce qu'on m'avait expliqué, il fallait faire une brève présentation pour expliquer le contexte dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Et je ne suis pas remontée jusqu'au XVIe siècle, mais je suis restée à 1851, à la moitié du XIXe siècle, puisque c'est là que se produit la signature du Concordat avec le Vatican, qui, pour la première fois dans l'histoire de l'Espagne, marque la séparation Église-État, mais uniquement à des fins patrimoniales, c'est-à-dire pour permettre à l'Église de pouvoir acquérir des biens pour elle-même. Et la première loi sur les hypothèques a permis donc à l'Église d'enregistrer la propriété de ce qu'elle avait acquis donc après 1860, donc de la loi hypothécaire, mais en aucun cas les temples du culte. Donc la norme est très révélatrice puisqu'elle reconnaît la nature publique des temples du culte et en cas de désaffectation, le bien redevient patrimoine de l'administration, c'est-à-dire en aucun cas n'appartient à l'Église. Sous la Deuxième République, la séparation Église-État donc se confirme et suivant le modèle français, le culte n'est donc plus une responsabilité de l'État, mais les biens meubles restent dans le domaine public et appartiennent donc à l'État. Il faut donc arriver à 1846 en pleine dictature avec la loi hypothécaire qui accorde à l'Église le privilège d'enregistrer les biens comme s'il s'agissait d'une administration publique, plaçant ses évêques au même titre que les notaires, et cela était une prérogative exorbitante. Mais elle a été interprétée comme il se doit, comme un cadeau pour avoir soutenu le coup d'État. Mais même sous la dictature, les temples du culte sont restés propriété publique, ne sont pas propriété de l'Église.
Sous la Constitution, donc on en arrive à 78 avec la Constitution, et cette règle devient, comme il est normal, inconstitutionnelle puisque l'État se déclare non confessionnel. Mais personne n'a pris la peine de l'abroger expressément, ni de réglementer la nature des biens religieux d'une valeur culturelle extraordinaire. Donc, l'Église, par conséquent, en profite et continue à enregistrer des biens en son nom, y compris des temples de culte, malgré l'interdiction. À cela s'ajoute, en 1998, sous le mandat du président Aznar, donc le gouvernement de droite, se produit une nouvelle modification de la loi hypothécaire qui, pour la première fois, permet carrément la privatisation des biens de l'Église. À partir de ce moment, l'Église continue à immatriculer massivement des temples de culte, ce qui n'avait pas été permis jusque-là. Et à cette époque, l'Église a enregistré 30 cathédrales qui appartenaient jusque-là à l'État depuis 1931. Et elle a également enregistré bien d'autres biens de quelque nature que ce soit et que personne n'aurait enregistré à son nom. Donc, arrivé 2015, le Congrès, étant donné la contestation publique, il y avait quand même pas mal de contestations à cette situation-là, le Congrès a approuvé un projet de loi qui supprime le privilège de l'Église catholique d'immatriculer des biens dans le registre foncier. Mais cette loi était très, très contestée par les partis de gauche, voire même par des organisations comme Europa Laica et d'autres, et même par certaines organisations religieuses, car elles considèrent que ça permet la consolidation donc de l'immatriculation des biens immobiliers, comme la mosquée cathédrale de Cordoue. Et elle est contestée également parce qu'elle empêcherait, pour empêcher, une amnistie dans le registre foncier des biens pillés par l'Église. Si la loi entrait, tout ce que l'Église aurait privatisé jusqu'à cette date-là serait propriété de l'Église. Donc cette situation est très contestée. Et pour cela, en 2017, le Parti socialiste présente une proposition de loi réclamant à l'État la liste des biens immatriculés et en l'occurrence que si les titres fournis au bureau d'enregistrement n'étaient pas valides, il obligeait l'État, ou il exigeait de l'État de réclamer leur récupération. Mais en l'été 2018, après la motion de censure qui a permis le gouvernement de gauche de prendre le pouvoir, le Parti socialiste annonce qu'il a déjà préparé la liste pour la rendre publique. Mais les mois passent et rien ne se produit. Et il a fallu attendre presque 3 ans, jusqu'à février 2021, pour que le gouvernement publie la liste des biens immobiliers immatriculés, mais seulement entre 1998 et 2015. Tout le reste qui a été matriculé antérieurement n'est pas pris en compte. Et donc, on dénombre dans cette liste-là environ 35 000 propriétés, dont 20 000 sont des temples de l'Église catholique ou des locaux adjacents à ces temples, tandis que 15 000 immatriculations ne sont pas liées au culte, et comme par exemple, on y trouve des terrains, des maisons, des locaux, des garages, voire même des places publiques. Donc cela, c'est le résumé de la situation actuelle. Si on tenait en compte les immatriculations effectuées avant 98, il semblerait qu'il y aurait 100 000 bâtiments ou biens immobiliers enregistrés. Et donc, d'après cette liste présentée par le gouvernement, désormais, ce sont les municipalités ou les particuliers qui devront réclamer les biens qu'ils considèrent usurpés. Or, ce n'est pas du tout ce qui avait été promis dans les programmes électoraux. Le gouvernement donc a laissé la chose à l'État et au lieu d'apporter une solution globale pour la récupération de tout ce patrimoine public. Comme on a vu, même sous la dictature, les bâtiments de culte n'appartenaient pas à l'Église, ils étaient publics. Et il a fallu que en 1998, une loi du gouvernement
permettent aux églises d'enregistrer massivement, et là ils y sont allés à pleine main pour privatiser des cathédrales, etc. Donc on considère que ce n'est pas une question religieuse, mais une question de défense du patrimoine public et de la légalité en vigueur, et par conséquent qu'il est urgent de promouvoir une législation sur le patrimoine de l'État qui définissent clairement les biens religieux qui doivent être inventoriés comme biens publics en raison de leur valeur historique, culturelle extraordinaire, mais comme c'est le cas dans le reste de l'Europe. Alors voilà, c'est simplement quelques idées clés pour pouvoir comprendre la situation, comment on en est arrivé ici. Mais le débat reste totalement ouvert et là, je passe la parole à Antonio Gomez. Antonio, todo tuyo. Oui, merci Dolores. Dolores, je crois que Dolores a fait un résumé parfait, précis, de quelle est la situation maintenant. Mais je vais faire, je crois, un petit préface, plus qu'une introduction, une préface, parce que comment est-ce que c'est possible que l'Église catholique ait enregistré la plupart des patrimoines nationaux des racines historiques, des racines religieuses? Ça, c'est le problème. Comment est-ce que c'est possible? C'est possible parce que l'Église catholique en Espagne, c'est une institution avec beaucoup de pouvoir. Et ça, c'est le problème. Et le pouvoir devient d'un pouvoir historique. Nous avons passé d'un national-catholicisme, ça veut dire d'un moment dans la dictature franquiste où la morale publique était la morale privée de l'Église catholique, absolument, parce que comme vous savez, pendant presque toute la dictature, l'unique religion possible en Espagne était la religion catholique. Et alors, l'Église catholique, à ce moment-là, obtient de la dictature beaucoup de privilèges. Avec la transition politique, beaucoup de ces privilèges ont été prolongés à la démocratie. Vous savez, c'était une transition qui a prolongé beaucoup de choses de la dictature à la démocratie, et comme question essentielle était les privilèges du catholicisme. Parce que c'est vrai que la Constitution espagnole, dans la Constitution espagnole, il existe une déclaration d'aconfessionnalité. Ça veut dire exactement que l'État n'a pas aucune religion, n'a pas aucune religion. Mais il dit aussi, cette Constitution, que c'est une obligation du pouvoir public de collaborer avec l'Église catholique. Alors, c'est une espèce de confessionnalisme obscur qui est dans la même Constitution. Et aussi, avec la Constitution, c'était le concordat. Le concordat avec le Vatican a prolongé aussi beaucoup de privilèges. Quels sont les privilèges aujourd'hui en Espagne qui a l'Église catholique? En premier lieu, c'est la financiation de la propre Église, parce qu'il y a une formule avec la contribution personnelle que l'Église s'est financée. Et pas seulement les salaires des clergés, mais aussi les frais courants de la propre Église catholique. Ça, c'est plus ou moins 400 millions de... Antonio, il y a un écho. Il y a un écho. Je coupe tous les micros, il faut que tu réactives le tien. Hein, je coupe. Voilà. Réactive le tien. Oui, c'est bien maintenant? C'est bien. Bon, alors, seulement dans la contribution personnelle, on finance, comme j'ai dit, les salaires des clergés, mais aussi la financiation des frais courants de l'Église catholique. Mais il y a beaucoup d'argent qui va chaque année à l'Église catholique. Un chapitre très important, c'est financer les écoles catholiques. Comme vous savez, en Espagne, nous avons
une large proportion d'écoliers qui vont à l'école catholique. Et l'école catholique, c'est plus ou moins les 30% de tous les écoliers dans les niveaux primaires et secondaires. Ça, c'est un chapitre très fort dans l'économie espagnole, dans l'économie de l'éducation. Aussi, l'Église catholique reçoit beaucoup d'argent de l'État et par tous les souffres que l'Église a dans l'aspect social. Par exemple, dans les hôpitaux catholiques, mais aussi dans les résidences d'anciens. Par exemple, l'Église catholique a beaucoup de pouvoir dans ces secteurs, et aussi dans tous les secteurs de la pauvreté, parce que l'Église a beaucoup d'organisations non gouvernementales qui font des travaux sociaux qui sont la plupart financés par l'État ou même pour l'Union européenne aussi, à travers des fonds sociaux européens, par exemple. Ça veut dire que a beaucoup de pouvoir dans certains domaines, a gagné beaucoup de pouvoir comme corporation. Même nous pouvons dire qu'aujourd'hui, l'Église catholique en Espagne a plus de pouvoir que dans la dictature d'un point de vue des corporations, d'intérêts économiques. Parce que aussi l'Église est très mise dans le monde financier espagnol. Il y a des sectes espagnoles, des sectes catholiques comme l'Opus Dei ou comme les jésuitas qui ont beaucoup de pouvoir dans les mêmes systèmes financiers. Dans la banque, il y a des banques avec beaucoup d'influence, par exemple de los jésuitas, la banque Bilbao Vizcaya, c'est un exemple, ou bien le Banco Santander, le Banco Popular, c'était une banque qui aujourd'hui a été fusionnée dans notre banque, mais c'est aussi un chapitre très important de l'influence de l'Église catholique. Alors, il y a d'autres, bien sûr, des aumôneries dans les hôpitaux, dans les prisons, ça c'est normal, et il existe partout. On peut dire aussi qu'un privilège qu'a l'Église catholique très important, c'est l'adoctrinement des mineurs dans tous les systèmes scolaires, parce qu'il y a des 20 000 professeurs de religion catholique qui donnent la doctrine catholique aux étudiants dans tous les systèmes éducatifs primaires et secondaires. Pas seulement dans l'éducation privée, mais aussi dans l'éducation publique. Je crois qu'un des aspects où l'Église a beaucoup de privilèges, c'est dans les domaines que nous sommes aujourd'hui en train de parler. C'est le patrimoine historique. Il faut dire que la plupart du patrimoine historique espagnol a une racine religieuse. Bien sûr qu'il a un patrimoine civil, mais l'identité de ce patrimoine, c'est la plupart, c'est un patrimoine religieux ou d'origine religieuse. Ça veut dire ce sont les cathédrales, ce sont les temples, ce sont les convents, ce sont les monastères, pas seulement d'un point de vue immobilier, mais aussi d'un point de vue mobilier, avec l'œuvre pictorique, les documents, et ce sont la plupart d'origine religieuse. Et pendant la post-guerre espagnole, beaucoup de ces patrimoines ont été disparus parce que l'Église a vendu beaucoup de ces patrimoines. Mais après la démocratie, plus ou moins à partir des années 80, l'État et les administrations régionales et les municipalités ont fait beaucoup d'investissements dans le domaine du patrimoine histoire. Ça veut dire qu'on fait beaucoup d'œuvres de restauration dans tous ces patrimoines. Ce sont des millions d'euros qui ont été investis dans les patrimoines historiques. Alors, l'Église catholique a commencé aussi à exploiter de manière économique les patrimoines historiques par le tourisme. Elle a commencé à faire elle a fait des contrats avec des entreprises spécialisées pour exploiter le patrimoine national. Ça veut dire
elles ont pris des prix dans l'entrée, dans tous ces monuments, et l'Église catholique, chaque année, reçoit beaucoup d'argent pour l'exploitation commerciale du patrimoine historique. Mais la restauration est toujours à coût de l'État, est toujours avec les fonds de l'État. Et bon, nous sommes dans ce moment qui a bien exprimé Dolores, nous sommes dans un moment où le gouvernement a présenté une liste avec les biens immatriculés par l'Église catholique et dans les dernières décennies, qui, comme bien elle a dit, sont plus ou moins 35 000 immeubles. La plupart, ce sont des temples catholiques. Ça veut dire que les cathédrales espagnoles, on peut dire qu'elles ont été kidnappées par l'Église catholique. Ça, c'est un peu l'image que nous pouvons avoir de ces problèmes. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous avons une opportunité, nous avons un gouvernement de coalition entre la gauche et la social-démocratie. Mais le problème, c'est que la social-démocratie, elle ne veut pas aller plus loin. Elle ne veut prise de mesures pour finir avec ce problème. Le problème, c'est de dire le patrimoine historique des racines religieuses doit être de l'État et des administrations publiques et doit être gestionné et géré d'une manière moderne dans le concept de la restauration, dans le concept de la protection du patrimoine historique. Et ça ne veut pas donner ses pas. Et alors, l'Église a fait ses manœuvres pour retenir les patrimoines historiques. Les principaux monuments nationaux sont aujourd'hui dans la main de l'Église catholique. Ça, c'est le problème. Et ça a signifié certains mouvements populaires, mais pas vraiment massifs. Nous avons fait une espèce de plateforme qui, plus ou moins, dans ces plateformes ont été associées plus ou moins 15 ou 20 associations diverses, qui sont des associations qui viennent de la protection du patrimoine historique et des associations laïcistes. La plus grande, c'est notre association Europa Laïque. Alors, nous sommes en face, nous sommes aujourd'hui dans un moment difficile pour résoudre ces problèmes. Parce que le gouvernement a vraiment pacté accordé avec l'Église catholique en secret la non-résolution de ces problèmes. Ça, c'est le problème. Pourquoi? Parce que le gouvernement ne veut pas de problème, il ne veut pas de problème avec l'Église catholique. Précisément par les pouvoirs qu'a l'Église catholique en Espagne. Nous avons récemment, nous avons fait dans le Congrès espagnol une réforme de la loi éducative. Et la loi éducative a été faite d'accord vraiment aux intérêts de l'Église catholique. Et c'était une opportunité parce que nous avons le premier gouvernement de coalition de la gauche en Espagne, après 40 ans de démocratie. C'est la première fois que ça arrive. Mais nous ne savons pas vraiment se profiter de cette opportunité. Alors, ça c'est les moments que nous sommes ici, que nous sommes aujourd'hui. Nous faisons pression, nous faisons lobby dans les parlements avec les groupes qui sont plus affins à nous, comme par exemple les groupes nationalistes de la gauche, ou il y a aussi des groupes Unidas Podemos, c'est l'autre groupe qui est plus actif dans ces domaines, dans cette affaire. Mais vraiment, même ces groupes
ils ne font pression, ils sont aussi un peu, ils sont un peu coactionnés parce qu'ils font part du gouvernement de coalition. Alors, ils sont un peu coactionnés et ils ne peuvent aller plus loin. Plus ou moins, je crois que ça, c'est le problème que nous avons et je crois que maintenant, si vous voulez, nous pouvons faire une petite discussion. Oui? On commence la discussion. Comme José a les clés, c'est à lui peut-être d'organiser la discussion. C'est lui qui dirige techniquement. D'accord. Alors, moi, je vous propose, si vous remuez votre souris, vous verrez qu'en bas, vous avez une petite main qui indique voilà, que vous demandez la parole. Hein. Mais bon, je compte sur votre autodiscipline pour refermer votre micro quand vous aurez terminé votre prise de parole. Voilà. Qui veut poser une question ? Ou intervenir ? Parce que je veux bien lancer le débat avec une nouvelle qui est excellente, qui ne peut que nous réjouir, nous qui sommes laïcs, puisque, vous savez, ici, enfin, moi, j'habite en Moselle, et donc, l'institution politique la plus importante en Moselle est l'Église catholique. Hein. Il est dit d'ailleurs que la Moselle est le département le plus catholique de France. Hein, donc, c'est comme ça qu'il se présente. Et il y a un sondage qui vient d'être fait la semaine dernière par l'IFOP, qui est un institut de sondage reconnu, qui affirme qu'aujourd'hui, le régime particulier d'Alsace-Moselle, qui est en œuvre du fait que le concordat continue à s'appliquer, est devenu minoritaire dans la population. C'est-à-dire qu'au niveau national, 83% de la population ne souhaite plus ne souhaite plus soutenir ce traité. Et en Alsace-Moselle, 53% de la population indique ne plus être attachée au particularisme religieux alsacien-mosellan. Et je peux vous dire qu'en Moselle et en Alsace, cet attachement, c'est une révolution très importante, hein, cette prise de conscience. Elle fait suite à tout ce que nous avons traversé, vous savez, les attentats, la crise, et donc les gens ne veulent plus que la religion soit prise avec les questions publiques. Hein. Donc c'est un virage très important. Maintenant, c'est toujours pareil, il y a cet aspect, mais au niveau politique, le lobbying de l'Église catholique est extraordinaire. Hein, il y a actuellement une loi en discussion au Parlement sur le droit de mourir dans la dignité, sur l'euthanasie. 5 députés ont déposé 2000 amendements pour rendre impossible la mise en place de cette liberté. Donc il y a un décalage entre la population et les états-majors qui restent dans le giron du pouvoir des religions. Voilà. Et donc, c'est une contradiction qui est devant nous et c'est un défi pour nous que de modifier ça. Voilà, moi, c'est ce que je voulais dire. Hein. Alors, on demandait la parole. Voilà. Oui. Antonio ? Je crois que le problème en France et en Espagne, c'est très différent parce que votre loi, la loi de séparation Église-État,
on finit au moins avec les problèmes des temples et des patrimoines historiques des racines religieuses. Parce que la plupart des temples catholiques et des œuvres religieuses, des immeubles religieux historiques appartiennent à l'État en France. Et je vais dire je vais dire plus. En Espagne, l'Église catholique, quand fait des discussions à la télévision, elle met l'exemple de la France. Elle dit, la France, c'est un exemple où le patrimoine historique est mal conservé. Et nous, qui sommes l'Église, qui sommes en pouvoir, nous, l'Église espagnole, nous sommes l'exemple des bienfaits. Parce qu'elle dit que l'Église, que l'État français, elle ne réforme bien les patrimoines historiques religieux. Et elle dit même que beaucoup de temples sont brûlés en France. Ça, c'est l'histoire qu'elle dit, que la réforme, que le bon usage des thèmes historiques, des racines religieuses, c'est toujours être amène de la propre Église catholique. Et ça, c'est curieux parce que ça, c'est des arguments qui les gens normaux, ils viennent d'accuser de manière ouverte, bien accusés. C'est des arguments bien accusés. Et je crois que ça, c'est un problème parce qu'en Espagne, beaucoup de personnes ne comprennent pas que le patrimoine historique des racines religieuses doit appartenir à l'État. Même si l'État investe beaucoup d'argent toutes les années pour la conservation de ces patrimoines. Mais elle dit, c'est normal que la cathédrale de Burgos, c'est normal que la mosquée de Cordoue, c'est de l'Église catholique. Ça, je crois que ça, c'est ce que pense la plupart de la population en Espagne. Et ce n'est pas parce qu'en Espagne sont toutes les personnes catholiques, parce que vous savez bien qu'en Espagne, seulement 30% de la population, plus ou moins 28%, se déclarent catholiques pratiquants. La plupart ce sont des personnes catholiques nominales ou bien ce sont des personnes agnostiques ou athées. Alors, c'est un problème curieux parce qu'elle met l'exemple de la France comme un mauvais exemple pour conserver le patrimoine historique. Bon, je vais faire un peu je crois que je vais dire ça parce que c'est l'exemple que normalement met l'Église catholique en Espagne dans les discussions ouvertes qu'il y a à la télé ou dans autre part. Alors, j'ai une question de Magali qui dit, voilà, que dans l'introduction, on a indiqué que les enregistrements de ces dizaines de milliers de biens avaient soulevé un tollé en Espagne, avaient fait scandale, avaient choqué. Comment cela, l'accaparement du patrimoine par l'Église avait choqué. Comment s'est exprimé ce mécontentement localement dans les villes et en Espagne? Bon, il y a les institutions les plus occupées de ces questions, ce sont les municipalités. Parce que maintenant, il y a certaines municipalités qui sont en train de réclamer ces biens qui ont été immatriculés par l'Église. Comment est-ce qu'il fait? La plupart doit aller finalement au tribunal. Alors, ce sont des conflits très longs. Par exemple, en Catalogne, il y a les syndicats des petits paysans qui ont des conflits avec l'Église catholique parce que l'Église catholique a fait des immatriculations de beaucoup de terrains. Et ils sont maintenant dans un conflit judiciaire qui peut parfaitement durer pendant des années. Alors, et il y a d'autres municipalités qui vraiment, elles ne veulent pas, par exemple, la municipalité de Cordoue, elle ne veut pas
faire quelque chose avec la mosquée de Cordoue. Elle dit que c'est bien que ces mosquées appartiennent à l'Église catholique. Ça, parce qu'il y a beaucoup de municipalités qui n'ont pas aucune initiative pour réclamer les biens qui ont été enregistrés. Alors, je crois que le problème, c'est de plus ou moins créer plus de conscience dans la sphère de la protection du patrimoine historique. Je crois parce que les associations les plus concernées, normalement, ce sont les associations qui conservent le patrimoine historique. Et même des associations professionnelles qui font partie de ce monde de la conservation du patrimoine historique. Alors, je crois que c'est une réclamation très forte de faire ça, mais je veux dire aussi que l'Église catholique fait beaucoup de business avec son patrimoine historique, parce que vraiment, en Espagne, le patrimoine historique, c'est interdit de vendre à une entité privée. Mais c'est possible de le faire à une entité non lucrative ou qui a la qualification d'entité de personnalité juridique non lucrative d'intérêt public. Alors, il y a beaucoup de fondations qui ont fait des fondations de ce caractère qui, à la fin, deviennent la propriétaire d'un monastère, d'un convent qui a beaucoup investi l'État et finalement ce convent devient un hôtel de luxe ou quelque chose pareil. Parce que l'Église catholique fait aussi beaucoup de business avec son propre patrimoine. Bon, mais ça, c'est un problème. Mais comme je dis, il n'y a pas un conscience général en Espagne que le patrimoine historique des racines religieuses doit être partie de l'État d'une manière propriétaire. Parce que la plupart des personnes, ils n'est pas vraiment intéressés dans ces questions. Je ne sais pas si toi, Dolores, tu as une autre idée? Voilà. Non, je voulais préciser, puisque c'est peut-être mon interprétation qui a prêté à confusion. Il est vrai que dans les groupements de gauche ou les associations qui travaillent, disons, dans les quartiers, dans les villes, etc., on a pu un peu apprécier ce mécontentement parce que ça s'est quand même fait connaître à la télévision, lors des informations télévisées, etc. Donc, il y a quand même un mécontentement. Ça n'a pas fait un carton, mais quand même, il y a eu un grand mécontentement. Mais il est vrai que le pouvoir de l'Église catholique en Espagne est si fort que je voulais donner l'exemple de notre association à Rivas où j'habite. C'est une ville de 92 000 habitants, 95 000 habitants. C'est la seule ville dans le ceinturon de Madrid qui soit de gauche. Et depuis des années, on réclame depuis l'association donc de Rivas Laicos, donc ceux de l'association laïque de Rivas, on réclame à notre municipalité de gauche de nous faciliter, donc de nous donner la liste des biens qui ne payent pas l'impôt foncier, puisque vous savez qu'en Espagne, l'Église a aussi ce privilège de ne pas payer d'impôt foncier ni d'autres types d'impôts pour ces bâtiments et même des bâtiments non dédiés au culte. Donc, si c'était pour les bâtiments du culte encore, ce serait compréhensif, mais même pour les bâtiments non dédiés au culte. Donc, on a pendant des années essayé d'obtenir cette liste-là. On ne l'a jamais obtenue jusqu'à maintenant, puisque le gouvernement a fait public la liste officielle au niveau national. Donc maintenant, on a pu avoir cette information pour notre ville. Mais nous avons également essayé d'obtenir des informations concernant l'enseignement de la religion dans les écoles publiques, non pas dans les privées, dans les publiques.
et on n'a pas eu cette information durant toutes ces années. Donc, il y a quand même un consensus très fort pour maintenir un certain, disons, voile sur les questions religieuses parce que le lobby de l'Église catholique est très très fort. Mais il y a des petites victoires progressives comme le fait que la liste a été publiée, que beaucoup de gens sont en train de protester parce qu'elle est vraiment très incomplète. La vice-présidente du gouvernement qui a présenté cette liste et qui a bien fait voir qu'il n'y avait aucune intention de promouvoir une loi pour annuler toutes ces immatriculations de façon globale, et alors que on laisse disons les municipalités et les propriétaires privés se défendre face aux tribunaux, et ce qui est très très compliqué et très difficile. Donc il y a quand même un mécontentement, mais l'Église catholique en Espagne est très très puissante, et même les associations qui récemment essayent également de faire l'apostasie ont énormément de difficultés, sont manipulées, quand elles se présentent dans les évêchés pour le faire, la police protège l'évêché plutôt que de protéger les citoyens qui s'y approchent. Enfin, c'est vraiment très, très délicat comme situation, quand même en Espagne, le pouvoir de l'Église encore. Voilà, je voulais simplement donner cette information. Si, je veux dire aussi que tous ces problèmes ont été un peu négociés en secret entre l'État, la conférence épiscopale et le même Vatican. Parce que je crois que le Vatican a été très mis dans cette histoire. Parce que nous, avant la publication de la liste, était en tramitation la loi de l'euthanasie en Espagne. La loi euthanasie, l'Église catholique a été tuée. Il n'a dit rien, presque rien. Il a été très discret. Après l'approbation, il va commencer une campagne contre la loi, mais pendant la tramitation, pendant la tramitation de la loi de l'euthanasie, l'Église catholique a été très discrète, elle a fait beaucoup d'opposition. Et ça a été, je crois, fort partie des pactes avec des négociations avec les problèmes de immatriculation et de paiement d'impôts par partie de l'Église catholique. C'est un peu à monnaie de change. Nous l'avons vu beaucoup de fois dans d'autres sujets, qu'il y a des questions qui ont liaison avec les droits civils, où l'Église catholique a été discrète, mais il a reçu par la partie du gouvernement certaines faveurs. Par exemple, pendant la tramitation de la réforme de la loi d'avortement, l'Église catholique, elle a fait campagne contre, mais finalement, elle a été plus discrète, elle a freiné les critiques, et le gouvernement de l'époque l'a donné une incrémentation de l'argent pour la financiation de l'Église catholique. Ça veut dire que l'Église catholique en Espagne, et je crois que dans d'autres pays du monde, dans les pays les plus sécularisés, comme elle veut que c'est impossible de lutter contre l'avance des lois civiles, finalement, elle reçoit des faveurs des gouvernements pour avancer dans les droits civils et pas faire beaucoup d'opposition. Il donne des faveurs. Et je crois que dans ces négociations, parce qu'il y a eu des voyages de la vice-présidente du gouvernement socialiste au Vatican pour parler de toutes ces affaires. Et nous l'avons dénoncé que ces négociations doivent être ouvertes, mais on maintenait une discrétion absolue. Même, nous avons beaucoup de rapports avec les responsables de la laïcité dans le Parti socialiste, qu'aujourd'hui c'est le ministre de la Culture, et il a été très discret avec nous, parce qu'il ne veut pas dire rien. Alors, je crois que ces aspects de secrétisme, des négociations obscures, ça doit être dénoncé toujours par les mouvements laïcs, parce que c'est une caractéristique de l'Église catholique, dans la manière qu'elle
normalement agit. Alors, ça c'est bon, c'est un commentaire que je vais dire parce que dans cette affaire, cette histoire de la négociation en secret de le voyage au Vatican, c'était clair. Je n'ai pas de questions, j'ai simplement Brigitte Pastor qui voulait dire quelque chose. Bon, Brigitte ne dit rien. Bah, écoute, Michel Godichaud. Oui, alors je voudrais dire que je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Antonio sur le fait que l'Église catholique, et ça n'est pas seulement espagnol, monnaie tous les reculs qui lui est imposé par tout recul qui lui est imposé par la sécularisation ou même par des projets gouvernementaux. Par exemple, concernant le patrimoine, il y a des phénomènes comparables. La Fondation Notre-Dame pour Notre-Dame de Paris, avec laquelle certains d'entre nous ont déjà été en procès, est désormais officiellement la pourvoyeuse pour récolter les fonds de la reconstruction de Notre-Dame de Paris. Or, c'est une institution qui a été fondée par le diocèse de Paris et par l'archevêché de Paris. Un autre exemple qui est frappant et contre lequel nous nous sommes battus, c'est la question du couvent des Bernardins à Paris, qui est un bien public qui a coûté 500 millions de francs, 500 millions d'euros de réparation, et qui a été remis, qui est désormais le siège officieux de la conférence épiscopale française, même si sa propriété est toujours publique. Mais et la discussion que nous avons eue sur ce qui se passe en Espagne nous a suggéré une initiative que nous n'avons pas tout à fait commencé à mettre en œuvre, qui est de regarder ce qui se passe pour les biens de l'Église catholique qui ne sont pas actuellement affectés au culte et qui sont effectivement, suivant les régions, plus ou moins nombreux, mais souvent extrêmement conséquents. Parce que dans les projets gouvernementaux qui nous ont été communiqués concernant la réforme de la loi de 1905 et son évolution vers un système concordataire, l'Église catholique se sent elle-même menacée par la remise en cause du statut des associations cultuelles et des associations tout court. Et en échange, le gouvernement lui promet que désormais elle pourra faire fructifier librement les biens qu'elle possède, d'une part, et les biens qui lui sont confiés, d'autre part. Donc, pour l'instant, ça ne marche pas, parce que le deal ne fonctionne pas pour l'instant. Mais le fait que ça lui est proposé, c'est que ça a été discuté en amont. Et ça, c'est extrêmement intéressant de noter cette convergence. C'est tout. Est-ce que d'autres personnes veulent intervenir? Il y a une main de Nadia. Oui. Nadia? Il y a une main. Alors, oui. Bon, je ne parle rien, je vais dire quelque chose. Et bon, le problème, c'est qu'Espagne, dans les contextes européens, c'est une exception radicale. Parce que vous savez bien que dans les pays protestants, les pays évangéliques, ils sont le patrimoine historique des racines religieuses appartient à l'État. Et qu'est-ce qu'il arrive dans les pays catholiques? Dans les pays catholiques, la plupart,
les patrimoines historiques de racines religieuses appartiennent à l'État. Même en Portugal. En Portugal, la plupart des temples, des cathédrales et des biens immobiliers et même des biens mobiliers appartiennent la plupart à l'État. C'était les dictateurs Salazar qui ont fait un accord, ont fait deux listes, une liste pour l'Église catholique et une autre liste qui c'était très, très minoritaire et la plupart bien sûr, des patrimoines historiques appartiennent à la nation. Alors, l'Espagne, c'est une exception. Même en l'Amérique latine, la plupart des temples catholiques des périodes coloniales historiques appartiennent aux États. Alors, c'est une exception. Je ne sais pas bien dans le cas de la Pologne, je ne connais bien, mais la plupart des pays catholiques, même l'Espagne, la situation de l'Espagne, c'est une exception. Mais c'est paradoxal que les gouvernements espagnols, n'importe quelle couleur, vraiment, ils ne veulent pas faire quelque chose à propos d'eux. Parce que c'est le problème de déséquilibrer les rapports entre l'État et l'Église catholique. Alors, ce problème peut déséquilibrer, peut faire des problèmes avec les rapports, avec l'équilibre qui doit être toujours nécessaire avec l'Église catholique. Ça, c'est comme les gouvernements espagnols ont pensé pendant 40 ans de démocratie. Alors, toujours, nous devons maintenir de bons rapports avec l'Église catholique et pour ça, il faut maintenir les privilèges de l'Église catholique. Comme je dis, ça c'est très curieux parce que la sécularisation de la société espagnole était spectaculaire. Et cependant, c'est comme ça. Alors, c'est une exception espagnole que je crois qu'on peut le dénoncer à niveau européen. Nous l'avons fait et nous allons continuer à le faire. Cette exception mais qui est vraiment gelée par les rapports intéressés entre l'Église et l'État et le gouvernement qui ne veut pas changer quelque chose à propos de ça. C'est une autre chose qu'en Espagne, c'est une exception, c'est l'éducation. L'éducation catholique est très expandue dans tout notre système éducatif et c'est une autre exception de la même nature. Très bien. Est-ce que quelqu'un a une question à poser? Bon, bah écoutez, parce que ça fait 1 heure qu'on discute. Bon, je vais poser une question qui a un rapport avec, avec. Ici, vous savez que nous avons beaucoup de temples d'origine, pas beaucoup, mais bon, quelqu'un, d'origine bien juive ou bien islamique, comme la mosquée de Cordoue, c'est le plus connu, mais aussi il y a des synagogues, par exemple les synagogues à Toledo, il y a plusieurs, mais ce sont des temples qui appartiennent à l'Église catholique. Ils sont utilisés comme des rites catholiques. Et quand les églises islamiques ou bien les églises juives veulent utiliser cette église, c'est interdit. Je ne sais pas si ça arrive en France. Si ça arrive en France, parce que pour moi, c'est une discrimination vraiment intolérable. Que, par exemple, les islamiques ne peuvent pas utiliser la mosquée de Cordoue, pour moi, c'est une discrimination contre ces cultes. Je ne sais pas si vous avez ces problèmes en France. Oui, Michel. Alors, concernant les mosquées, la seule mosquée historique, c'est la Grande Mosquée de Paris. Ah oui. Qui a été faite par un accord entre le gouvernement français et, en gros,
à l'époque des autorités françaises en Algérie. Il s'agissait de donner pour la population musulmane de France, puisqu'il y avait 10 millions de personnes qui étaient en Algérie, qui étaient théoriquement des sujets pour certains et des citoyens français pour d'autres. Et ce statut a été plus ou moins maintenu après l'indépendance de l'Algérie, puisqu'il n'est un secret pour personne que le recteur de la mosquée d'Alger, voilà. Et donc, ça appartient à une association musulmane. Est-ce que la propriété foncière, je ne sais pas. C'est une histoire que je connais mal, mais c'est le seul exemple qui existe et il a été traité diplomatiquement. Pour ce qui concerne les synagogues, l'essentiel des synagogues qui étaient historiques étaient dans l'est de la France, c'est-à-dire que là où est José, quoi, dans les départements qui ont été dans la continuation du Concordat qui ne traitait pas par définition de la religion juive, mais des articles additionnels qui avaient été faits par la suite par Bonaparte pour enfermer les Juifs aussi dans un système concordataire, puisque Bonaparte avait créé un grand Sanhédrin qui était chargé, sous le contrôle de l'État, d'organiser la religion juive. Sur le plan de la propriété foncière, je ne sais pas. José, peux-tu nous dire? On t'entend pas, José. Hein, oui, voilà. En Alsace-Moselle, la situation religieuse en Alsace-Moselle est quand même dominée par des cultes qui sont reconnus, dont les biens sont entretenus par l'État. Hein, et donc, ils ont pas enfin, à eux trois, ils ont pratiquement le monopole, quoi, de la religion dans la région. Et ils ont par ailleurs des moyens extraordinaires. Donc, moi, je dirais que la situation ne se présente pas, enfin pas à ma connaissance. Ce à quoi on assiste actuellement, c'est effectivement des constructions de lieux de culte qui sont mal représentés, comme le culte musulman. Il n'y a pas beaucoup de mosquées et il y a des polémiques actuellement sur le financement d'une mosquée à Strasbourg qui serait financée en partie par des fonds publics. Mais maintenant, qu'il y ait des cas de lieux cultuels d'une religion et qui puissent pas être utilisés par cette religion d'origine, à ma connaissance, je n'en connais pas. Hein. J'ai une question de Martine. Alors, Martine, est-ce que tu pourrais ton micro? Oui, Martine. oui. Alors, je vais reformuler ma question. Elle est peut-être pas bien formulée. Bon, bah, écoutez. Puisqu'il y a des deals qui se passent. Donc, ma question, elle est simple. Voilà, il y a du concret. S'il y a un deal, il y a du concret. Donc, qu'est-ce que l'État et les gouvernements tirent comme profit? Parce que si c'est donnant-donnant, on donne à quelqu'un pour essayer d'avoir autre chose. Donc voilà, puisque les gouvernements et l'État, enfin les gouvernements, il y a quelqu'un qui a dit que tous les gouvernements, quels qu'ils soient, ne vont pas plus loin ne veulent pas aller plus loin. Donc ils en tirent un profit quelque part. Voilà, je ne sais pas si j'étais claire. Mais...
Oui, c'est clair. Ah, Oui, c'est d'accord. très clair. Je crois que c'est très clair parce que je crois que le gouvernement, ce qu'il veut, c'est la tranquillité. C'est avoir de tranquillité avec les rapports avec l'Église catholique. Ça c'est, pour moi, ça c'est la unique chose qui exprime cette situation. Et je crois que ça c'est parce que, comme je viens de dire, l'Église a beaucoup de pouvoir dans divers secteurs, le secteur social, financier, économique, de l'éducation, et c'est une institution très, très puissante. Et alors, comme une force de pouvoir en Espagne, et il veut être bien avec les gouvernements, et les gouvernements aussi, il y a une espèce d'écosystème pacifique où toutes les... Ça, pour moi, c'est la tranquillité politique et sociale, parce que l'Église aussi, il y a des forces pour la mobilisation, quand il vient des élections, quand il vient des situations qu'on peut toucher des intérêts de l'Église, il a beaucoup de force de mobilisation sociale, et même il faut aussi entendre, il faut comprendre qu'il y a en Espagne, il y a une identité de la politique de droite avec le catholicisme. Ça veut dire qu'il y a une identification de la nation comme d'identité catholique. Alors, les partis populaires, que c'est par exemple les partis les plus forts en Espagne de la droite, et la plupart des cadres de ces partis, ils sont élevés dans les écoles catholiques, ils appartiennent à secte catholique, ils travaillent pour secte catholique dans les institutions publiques parce qu'ils dérivent beaucoup de budgets publics à des organisations religieuses. Alors, il y a une liaison entre la droite, clairement, et les partis de droit national. Maintenant, il y a une autre partie qui est devenue une partie ultra-catholique, c'est le parti d'extrême droite en Espagne. Et aussi, même les partis nationalistes à Catalogne, ils sont des partis aussi catholiques. Et même dans les Pays Basques. Alors, sans problème. Et je vais dire une chose plus, c'est que les élites économiques et politiques en Espagne sont élevées dans les écoles des affaires de l'Église catholique. Parce que les écoles des affaires et des universités privées en Espagne sont de l'Église catholique. La plupart ont fait récemment une recherche sur les membres du conseil d'administration des principaux entreprises en Espagne qui cotisent à la bourse. Et on voit que plus de 60% ont été élevés dans les écoles des affaires de l'Église catholique, qui appartiennent aux jésuites et aux Opus Dei, la plupart. Alors, c'est une imbrication, mais ça occure aussi dans les partis de la gauche, parce que dans la social-démocratie, il y a beaucoup aussi de catholiques. Il y a beaucoup de personnes qui ont des intérêts, même dans l'Église, et qui ont été élevés dans l'esprit de ces organisations religieuses. Par exemple, il y a des institutions publiques en Espagne, comme la magistrature, ça veut dire les juges. Pouvoir judiciaire. Oui, que la plupart des hauts magistrats appartiennent une partie très importante au Opus Dei. Alors, je veux dire que les profits, vraiment, ce n'est pas un profit, c'est qu'ils travaillent pour la même histoire, parce qu'en Espagne, l'Église catholique, c'est un facteur de pouvoir, forme part du pouvoir. Alors, je crois que ça exprime votre question. Il y a une implication entre le monde politique, l'Église catholique et le monde des affaires. Et ça, c'est comme nous pouvons exprimer ces questions, je crois. Je voulais peut-être
ajouter une petite information, c'est que lorsque les partis socialistes en 82 prend le pouvoir en Espagne, et donc la force de l'Église à l'époque est très importante, mais ils n'ont pas à ce moment-là la capacité de pouvoir éliminer ou de supprimer les écoles privées catholiques, et donc ils ont besoin d'avoir recours à ces écoles, à ces appuis, et ils inventent le modèle des écoles concertées qu'on appelle ici, c'est-à-dire ils sont financés par l'État, mais c'est des écoles privées de gestion privée. Et ceci s'est maintenu durant très longtemps. Donc, le pouvoir dans l'éducation a été très, très important, et la social-démocratie, le Parti socialiste et social-démocrate, actuellement, ou même durant toutes ces années, n'a eu aucun intérêt à réduire la participation des écoles concertées par rapport aux écoles publiques, à financer fortement les écoles publiques et à ouvrir de nouvelles écoles. Donc, ça traîne depuis bien des années, où il y a toute une éducation très religieuse qui est transmise, très conservatrice, qui est transmise même dans les écoles, disons, financées par l'État. Et il y a aussi le fait que dans le gouvernement actuel, la partie gauche, disons, du gouvernement de concertation représente que 5 ministres. Donc, toutes les initiatives qu'ils essayent de défendre, même s'ils voulaient modifier quoi que ce soit, seraient vraiment vouées à l'échec, parce qu'ils n'ont pas la force et le pouvoir de modifier cela. Et en plus, il y a la double morale qu'on ne doit pas oublier, qui est très forte, à savoir que lorsque la social-démocratie défendait la loi de l'avortement, toute la droite a voté contre, mais toutes après l'ont bien apprécié. La loi du divorce a été vraiment très, très contestée par l'Église et tous les pouvoirs de la droite, mais tous les ministres de la droite, la plupart d'entre eux qui étaient vraiment farouchement contre la loi du divorce, se sont divorcés non pas une fois, mais plusieurs fois, parfois certains. La loi du mariage pour tous a fait un carton, l'Église est sortie dans les rues, ça a été terrible, la pression qui a été exercée. Or, nous avons maintenant des ministres de la droite qui sont reconnus gays et qui se sont mariés grâce à cette loi. Donc, il y a toujours cette double morale qui s'exerce, parce que ce qui compte, dans le fond, c'est les finances et c'est le pouvoir financier. Et donc, il y a une implication, un intriquement entre